Tu sais, il y a des gars, ils arrivent avec des diplômes qui brillent et des algorithmes qui promettent de changer le monde. Et ils voient des données partout, des efficacités à optimiser. Et tu vois, ce jour-là, Kenan Diop, il était persuadé d'être au sommet du monde. Né au Abidjan, la ville qui bougeait au rythme des données et des moteurs à fusion, c'était son terrain de jeu. Kenan, c'était le Golden Boy. Le petit gars de Marcory qui était parti faire ses études au MIT, qui avait cartonné dans la Silicon Valley et qui revenait au pays avec une idée fixe. Tout changeait en Afrique, vraiment tout. Son entreprise, KL Logistique, elle promettait de rendre chaque coin de la ville ultra efficace grâce à l'IA. Pour lui, si ça ne se mesurait pas, si ça ne rentrait pas dans une ligne de code, c'était du bruit, du folklore, une perte de temps. Et ce jour-là, son temps, il était hyper précieux. Il était en route pour le marché de Treichville. Pas pour faire des courses, non, il y allait comme un explorateur, tu vois, en terrain inconnu. Un genre d'anthropologue du futur venu checker les restes d'un monde qui était censé disparaître. Il voulait analyser les trucs pas efficaces du commerce à l'ancienne pour mieux les remplacer par ses algos. Il marchait dans les allées, blindé de monde, son costume high-tech qui repoussait la poussière et la sueur. Autour de lui, le marché, c'était un chaos magnifique, un truc qui te prend aux tripes, que ces algos ne pourraient jamais piger. Des drones de livraison qui slalomaient entre les étals, des hologrammes qui faisaient de la pub pour des boissons au bissap pétillant qui flottaient dans l'aile, mais l'odeur, elle, c'était la même depuis des siècles. Les épices, le poisson frit et la vie, quoi. Kenan, lui, il ne voyait que des embouteillages logistiques, des opportunités pour son business. Il fronçait les sourcils, il tapotait sa tablette transparente, son assistant IA qui lui balançait des stats à l'oreille. C'est là qu'il l'a vu, ou plutôt qu'il a vu son stand. C'était une anomalie dans le futur qu'il voulait construire, tu vois, un coin de tradition au milieu de tout ce bordel high-tech. Des pagnes, des montagnes de pagnes avec des couleurs tellement vives qu'elles semblaient aspirer la lumière du soleil. La vendeuse, Adja Kwame, elle était assise sur un petit tabouret en bois de manguier, super droite et fière, ça contrastait avec le désordre ambiant. Elle n'avait pas d'hologramme qui flashait, pas de terminal de paiement sans contact dernier cri. Tout chez elle sentait l'authentique, une authenticité que Kenan a tout de suite traduit par vieux jeu. Il s'est approché avec un sourire qui se voulait poli mais qui était plein de condescendance. Il a pointé un pagne magnifique, bien mis en avant. Ces motifs, tu vois, ils n'étaient pas juste imprimés, ils avaient l'air vivants, des petits fils de lumière bioluminescente qui pulsaient doucement, comme une respiration. Ça suivait un rythme particulier. C'était un mélange parfait entre l'artisanat d'avant et une technologie organique super pointue. Mais Kenan, il n'y a vu qu'un gadget. Il a demandé le prix, d'un ton qui laissait entendre qu'il s'attendait à payer 3 francs 6 sous. Adja, elle l'a regardé, ses yeux profonds et calmes qui le scannaient sans un mot. Elle a donné son prix. Un prix juste, qui correspondait aux semaines de boulot, à la technologie vivante tissée dans le coton et à toute l'histoire que chaque fibre racontait. Le chiffre a fait éclater de rire Kenan. Un rire fort, méprisant, qui a fait taire les conversations autour d'eux. Pour un bout de tissu, il a balancé. Assez fort pour que tout le monde entende. Vous vivez encore au siècle dernier, vous. Mon IA peut créer et imprimer ce motif en 3 secondes pour même pas le 10e de votre prix. Il a sorti sa tablette pour prouver. Il a affiché une version toute plate et sans âme du motif. Adja, elle n'a pas bougé. Elle s'est levée doucement. Ce que ton IA peut faire, monsieur, c'est une copie, un truc mort. Ce que je vends, c'est une histoire. C'est l'âme de mes ancêtres tissée avec la lumière de demain. Ça, ta machine, elle peut pas le comprendre. La foule s'était rapprochée, tu vois, le malaise était palpable. Humilier une commerçante, une mère en plein cœur de son travail, ça ne se faisait pas ici. Mais Kenan, il était lancé. L'arrogance du mec qui pense que son diplôme étranger lui donne tous les droits. L'âme, ça remplit pas le ventre. Il a ricané. Votre façon de vendre, c'est dépassé. KL Logistique va rendre des services comme le vôtre inutiles. C'est ça le progrès. Faut vous y faire. Il a jeté un petit billet sur la pile de pagne, un geste de pitié qui était super insultant. Tenez, pour votre temps perdu. Puis il s'est tourné. Et parti. Il a fendu la foule silencieuse, déjà replongée dans les chiffres de sa tablette, laissant Adja toute seule devant son stand. Elle n'a pas ramassé le billet. Elle a juste regardé ce jeune homme s'éloigner. Son regard, non pas rempli de haine, mais d'une tristesse immense et peut-être d'un peu de pitié. Parce qu'elle savait quelque chose que lui ne savait pas. Elle savait que les âmes, les histoires et les traditions qu'il méprisait tant, elles avaient des racines beaucoup plus profondes et plus fortes que n'importe quelle ligne de code. Et que certaines racines, quand on les arrache avec tal de mépris, elles ont une drôle de façon de se venger. Kenan a quitté le marché avec la satisfaction d'un homme qui a remis le monde à sa place. Il n'a pas repensé une seconde à cette vendeuse. Pour lui, l'incident était déjà classé, archivé dans le dossier folklore local.
Il est retourné à son bureau, une tour de verre et de chrome qui dominait le quartier du plateau, le cœur battant de Néo-Abidjan. Là-haut, dans son sanctuaire de données, il était le roi. Les murs étaient des écrans affichant en temps réel les flux logistiques de la ville. Tout était ordre, efficacité, pure logique. Mais ce jour-là, la logique a commencé à se fissurer. Un premier message d'alerte est apparu sur son écran principal. Anomalie de données critiques. Il l'a balayé d'un revers de main. Un bug, ça arrive. Puis un deuxième. Corruption des serveurs miroirs. Puis un troisième, un quatrième. En quelques heures, le système nerveux de KL Logistics, son IA si parfaite, a commencé à convulser. Des flottes de drones se sont figées en plein vol, des entrepôts automatisés sont tombés en panne, des contrats valant des millions de francs CFA ont été corrompus et effacés. C'était un cauchemar. Son équipe de génie de l'informatique était sur le pied de guerre, mais il ne trouvait rien. Pas de virus, pas de cyberattaque. Le code était propre. C'était comme si une force invisible, une sorte de malchance numérique, s'acharnait sur son entreprise. Kenan sentait la sueur perler sur son front. La panique, une émotion qu'il méprisait, commençait à le gagner. C'est à ce moment-là que son terminal personnel a vibré. Un appel de sa tante. Sa voix était chargée d'une urgence qui n'avait rien à voir avec les affaires. « Kenan, c'est tonton Amadou. Il est au plus mal. Il te réclame. » Tonton Amadou. Le grand-oncle. Le patriarche de la famille Diop. Le gardien des traditions que Kenan avait toujours pris soin d'ignorer. Il s'est précipité à la maison familiale, une grande villa à Cocody, un havre de paix qui contrastait violemment avec son univers de verre et d'acier. L'air y était lourd, non pas de données, mais de non-dits et d'encens. Il a trouvé son grand-oncle alité, frêle, son souffle court. Le vieil homme, qui avait toujours eu un regard pétillant de malice, semblait vidé. Il a fait signe à Kenan de s'approcher. « Mon fils » a-t-il murmuré, sa voix un filet d'air. « Ce qui arrive à ton entreprise, ce n'est pas une coïncidence. » Kenan a froncé les cheveux, prêt à expliquer la situation en termes techniques. Mais le vieil homme l'a arrêté d'un geste de la main. « Notre famille, notre fortune, elle n'est pas née de rien. Ton arrière-grand-père, mon père, était un homme ambitieux. Il a fait un pacte. » Et là, dans la pénombre de la chambre, tonton Amadou a commencé à raconter. Une histoire qui semblait sortie d'un autre âge. Une histoire de pacte avec un esprit des eaux, une Mami Wata puissante et ancienne. L'ancêtre Diop, pour assurer sa prospérité, avait promis à l'esprit une offrande perpétuelle et le respect de la famille qui gardait le lien avec elle. Une lignée de tisserands sacrés. Ce lien était matérialisé par un pagne unique, un datalien, comme l'appelait la tradition, un tissu capable de communiquer avec l'esprit. Grâce à ce pacte, nous avons tout eu, a continué le vieil homme, des larmes perlant au coin de ses yeux. Mais ton grand-père, il est devenu arrogant, comme toi. Il a cru que la technologie moderne nous affranchissait des anciennes promesses. Il a trahi les tisserands, leur a volé des secrets pour les commercialiser. Il a rompu le pacte. Depuis, une malédiction pèse sur nous. Elle sommeillait, mais ton retour, ton énergie, ton arrogance, tu l'as réveillée, Kenan. Kenan écoutait, son esprit cartésien luttant contre chaque mot. Une malédiction? Un esprit des eaux? C'était absurde, et pourtant. Les pannes inexplicables, la faillite qui le guettait, tout cela faisait écho à cette histoire insensée. La malédiction s'attaque à ce que nous avons de plus cher, a dit tonton Amadou en toussant. Pour ton grand-père, c'était ses terres. Pour moi, c'est ma santé. Et pour toi, c'est ta technologie. Elle va tout te prendre jusqu'au dernier octet. Le désespoir a saisi Kenan à la gorge. Que dois-je faire? Il n'y a qu'un seul moyen, a dit le vieil homme en lui tendant un petit sac en cuir. Tu dois trouver la descendante de la tisserande originelle. Tu dois lui demander pardon au nom de notre famille. Tu dois réparer ce qui a été brisé. Kenan a ouvert le sac. À l'intérieur, un petit morceau de tissu. Le fragment du pagne originel. Les motifs semblaient étrangement familiers. Les filaments lumineux pulsaient encore faiblement, comme un cœur sur le point de s'arrêter. C'est tout ce qui nous reste, a soufflé tonton Amadou. Trouve-la, Kenan, avant qu'il ne soit trop tard pour nous tous. Kenan a regardé le morceau de tissu, puis les graphiques de faillite qui s'affichaient sur sa montre connectée. Son monde de logique et de certitude venait de voler en éclats.
Il était face à un problème qu'aucun algorithme ne pouvait résoudre. Un problème d'âme. La panique est un moteur puissant. Pour Kenan, elle a d'abord pris la forme d'un déni hyperactif. Une malédiction? Allons, soyons sérieux. C'était sûrement un rival, un hacker incroyablement doué qui utilisait une technologie inconnue pour le saboter. Il est retourné dans son laboratoire, le fragment de pagne précieusement gardé dans sa poche, et a mobilisé toutes ses ressources. Pendant 3 jours et 3 nuits, il a vécu sur des stimulants et de la caféine pure. Il a lancé des diagnostics, des contre-attaques cybernétiques, des analyses spectrales. Rien. Son pare-feu, le plus avancé du continent, était une muraille intacte. Ces systèmes ne détectaient aucune intrusion. Pourtant, le chaos continuait. KL Logistics perdait des millions chaque heure. Ses investisseurs commençaient à appeler, leur voix mielleuse remplacée par une froide inquiétude. Il voyait son rêve, son empire se dissoudre comme du sucre dans l'eau. Il était au bord du gouffre. Épuisé, désespéré, son regard est tombé sur le petit sac en cuir posé sur son bureau. Il l'a ouvert et a sorti le fragment. La dernière carte à jouer. Son esprit scientifique a pris le dessus sur son scepticisme. Si c'est de la technologie, s'est-il dit, alors je peux l'analyser. Il a placé le petit morceau de tissu sous son microscope à effet tunnel, un appareil capable de voir les atomes. Ce qu'il a vu sur l'écran l'a laissé sans voix. Les fibres de coton n'étaient pas passives, elles étaient entrelacées avec des filaments d'une matière organique inconnue, une sorte de biocâble qui transportait de la lumière. Il a lancé une analyse de données sur les motifs lumineux. Il s'attendait à un simple code binaire, mais le résultat qui s'est affiché était d'une complexité ahurissante. Ce n'était pas binaire, ni même quantique. C'était un code vivant, un langage organique qui semblait évoluer et répondre à son environnement. C'était des générations d'avance sur tout ce qu'il avait pu imaginer. Il a compris, avec un frisson qui lui a parcouru l'échine, que ce bout de tissu était une pièce de technologie bien plus avancée que tous ceux qui se trouvaient dans son laboratoire de pointe. Le vieil homme avait raison. Ses ancêtres n'avaient pas fait un pacte avec une simple superstition, mais avec une force qui maîtrisait une science au-delà de sa compréhension. Et puis, son regard s'est fixé sur une séquence particulière du code, un motif récurrent. Une signature, une boucle élégante et complexe qui se répétait comme un refrain. Il avait déjà vu ce motif, mais où ? Son cerveau tournait à plein régime, balayant des jours et des semaines de souvenirs visuels. Le marché, la lumière crue du soleil, l'odeur des épices, et l'étal. L'étal de cette femme, le pagne qu'il avait ridiculisé. Le choc l'a frappé si fort qu'il a dû s'asseoir. Il a piraté les caméras de surveillance de Trècheville, une action illégale qu'il n'aurait jamais envisagée en temps normal. Il a retrouvé les images de ce jour-là. Il a zoomé sur l'étal de la vendeuse. Et là, sur le pagne qu'il avait méprisé, il l'a vu. La même signature, le même code vivant qui pulsait doucement sur le tissu posé en évidence. C'était le même héritage technologique, la même famille. La femme qu'il avait humiliée, la femme qu'il avait traitée de relique du passé. C'était elle. Elle était la clé, la descendante des tisserands sacrés. Le sang a quitté son visage. Il a compris l'ampleur de son erreur. Ce n'était pas juste une gaffe, une impolitesse, c'était une insulte cosmique. Il avait craché sur la seule personne au monde qui pouvait le sauver. Il s'est revu arrogant, suffisant, jetant su billet sur ses créations. Il a ressenti une onde si brûlante qu'elle lui a coupé le souffle. La malédiction n'était pas seulement numérique, elle était personnelle. C'était le retour de bâton de sa propre arrogance. Il a regardé l'heure, le marché allait bientôt fermer. Il n'avait pas le choix, il devait y retourner. Il devait la trouver. Il devait affronter son mépris, sa bêtise, et lui demander de l'aide. L'homme le plus puissant de la tech de Néo Abidjan allait devoir ravaler sa propriété et supplier une simple vendeuse de pagne. Retourner à Trècheville était une épreuve. La première fois, Kenan y était allé en conquérant. Cette fois, il y allait en mendiant. La ville lui semblait différente. Les bruits, les odeurs, les couleurs qu'il avait jugées chaotiques lui paraissaient maintenant vibrants, vivants. Il a traversé le marché, la tête basse, sentant les regards des autres commerçants sur lui. La nouvelle de l'humiliation s'était sans doute répandue comme une traînée de poudre. Il était l'arrogant de la diaspora qui avait manqué de respect à l'une des leurs. Il a retrouvé l'étal. Adja était là, en train de plier soigneusement ses pagnes, préparant sa fin de journée. Le pagne bioluminescent, celui qui avait tout déclenché, était toujours là, posé en évidence, comme un reproche silencieux. Son cœur battait la chamade. Comment aborder ça ? Il a pris une profonde inspiration et s'est approché. « Bonjour !» Adja a levé les yeux. Il n'y avait ni surprise ni colère dans son regard. Juste une sorte d'attente lasse. Elle n'a pas répondu. « Je voudrais vous parler ?» a-t-il balbutié. Elle a continué à plier son tissu.
Le silence était assourdissant. Kenan, l'homme qui pouvait convaincre des investisseurs de lui donner des milliards, ne trouvait pas ses mots. Il a fait ce que son instinct d'homme d'affaires lui dictait. Il a parlé d'argent. Écoutez, je sais que je me suis mal comporté l'autre jour. J'étais stressé et j'ai dit n'importe quoi. Je suis prêt à vous dédommager. Dites-moi votre prix. Je peux acheter tout votre stock, à 10 fois le prix que vous demandez. C'était la pire chose à dire. Hadja a arrêté ce qu'elle faisait et l'a regardé droit dans les yeux. Pour la première fois, il a vu une flamme dans son regard, une flamme froide. Mes histoires n'ont pas de prix, Monsieur Diop. Mon honneur non plus. Tu peux garder ton argent. Il ne peut rien acheter ici. Elle avait utilisé tu. Le tu du mépris. La claque était violente. Il était KO debout. Il a compris que son argent, sa puissance, tout ce qui définissait son identité n'avait aucune valeur ici. Il devait trouver autre chose. La vérité. La vulnérabilité. S'il vous plaît, a-t-il repris, sa voix plus basse, presque cassée. Je ne suis pas venu pour acheter vos pagnes. Je suis venu parce que j'ai besoin d'aide. Votre aide. Il a sorti de sa poche le fragment de tissu et le lui a tendu. Mon grand-oncle est mourant. Mon entreprise s'effondre. Il m'a dit que tout était lié à ça, à un pacte brisé par ma famille, avec vos ancêtres. Hadja regardait le fragment. Son visage s'est fermé. Elle l'a pris délicatement et ses doigts ont parcouru les motifs comme s'il lisait un texte sacré. Elle a reconnu la signature, bien sûr. Le pagne des eaux profondes, créé par mon arrière-arrière-grand-mère. Une promesse a été faite sur ce tissu. Une promesse que ta famille a non seulement brisée, mais souillée. Elle a levé les yeux vers lui. Et tu viens me voir moi après m'avoir traité comme une moins que rien pour que je répare les erreurs de tes pères. L'audace. Kenan a baissé la tête. Il n'avait plus rien à offrir, plus d'arguments, juste sa propre misère. Je sais que je ne mérite rien. J'ai été un imbécile, arrogant, ignorant. J'ai méprisé la chose la plus précieuse au monde sans même me rendre compte. Je ne vous demande pas de le faire pour moi, mais pour mon grand-oncle. C'est un homme bon. Il ne mérite pas de payer pour les fautes des autres. Il y a eu un long silence. Hadja semblait peser le poids des générations, la dette de sang et de larmes qui se tenaient entre eux. Elle a regardé Kenan, le titan de la tech, réduit à un simple jeune homme effrayé. Peut-être a-t-elle vu en lui non pas un ennemi, mais une symptôme d'une maladie plus profonde, celle des enfants d'Afrique déconnectés de leurs racines. Finalement, elle a soupiré. Le pardon ne s'achète pas, il se mérite. L'aide que tu demandes ne peut être payée avec de l'argent. Je ferai un n'importe quoi, a-t-il dit, sincère pour la première fois de sa vie. Très bien, a-t-il dit, son ton devenant ferme. Je vais t'aider, mais à mes conditions. Tu vas oublier tes algorithmes et tes bureaux climatisés. Tu vas venir avec moi, tu vas apprendre, tu vas mettre tes mains dans la terre, tu vas écouter les histoires que le vent et l'eau racontent. Ton paiement, Kenan Diop, ce sera ton humilité. Et crois-moi, tu as une lourde dette à payer. Kenan a relevé la tête, le soulagement et la peur se mélangeant en lui. Il a hoché la tête sans un mot. Il venait de signer le contrat le plus important de sa vie. Un contrat sans clause ni avocat, scellé par le regard d'une vendeuse de panne dans le bruit et la fureur du marché de Trècheville. Le lendemain, à l'aube, Kenan a troqué son costume en fibre intelligente pour un jean et un simple t-shirt. Il a retrouvé Hadja non pas au marché, mais sur les quais du port autonome. Elle l'attendait près d'une pinasse, une longue barque en bois équipée d'un moteur à fusion silencieux. « Nous allons à Grand Bassam », a-t-elle dit simplement. « Le voyage commence là où la promesse a été faite. » Le voyage a été une révélation pour Kenan. En quittant Néo-Abidjan, il a vu le paysage se transformer. Les gratte-ciels de chrome ont laissé place à une mangrove luxuriante où des villages de pêcheurs cohabitaient avec des fermes hydroponiques et des éoliennes solaires. C'était une modernité plus douce, plus intégrée à la nature. Une modernité qu'il n'avait jamais vue, obsédé qu'il était par la densification urbaine. Pendant le trajet sur la lagune, Hadja a commencé son enseignement. Elle ne lui a pas parlé de magie ou d'esprit au début. Elle lui a parlé de science. La science des plantes, la chimie des teintures naturelles, la physique des fibres qui réagissent à la température et à l'humidité.
Elle lui a expliqué comment les motifs de ces pagnes n'étaient pas aléatoires, mais des représentations visuelles de cycles naturels, des algorithmes biologiques. Tes ancêtres pensaient que c'était de la magie, a-t-elle dit en regardant l'eau. Les miens appelaient ça l'écoute. On écoute la terre et on traduit son langage en couleurs et en lumière. Kenan, pour la première fois, écoutait sans interrompre, sans chercher à optimiser ou à critiquer. Il absorbait. Arrivé dans la vieille ville de Grand Bassam, avec ses bâtiments coloniaux rénovés et ses rues paisibles, Hadja l'a conduit dans l'arrière-cour de sa maison familiale. C'était un atelier à ciel ouvert, rempli de métiers à tisser de toute taille, des plus traditionnels aux plus complexes, équipés de microprocesseurs organiques. La première tâche de Kenan fut simple, préparer les fils de coton. Un travail physique, répétitif, fastidieux. Ses mains, habituées au clavier holographique, se sont rapidement couvertes d'ampoules. Il a protesté, demandant pourquoi il n'utilisait pas une machine. Hadja lui a souri. La machine ne sent pas la tension du fil. Elle ne sent pas l'humidité dans l'air. Tes mains, si tu apprends à les écouter, le peuvent. Le tissu commence ici, dans le respect de la matière. Les jours sont devenus des semaines. Kenan a appris à teindre les fils avec des écorces et des fleurs, créant des couleurs d'une profondeur qu'aucun écran ne pouvait reproduire. Il a appris à monter la chaîne sur le métier à tisser, un casse-tête logique qui a séduit son esprit d'ingénieur. Et puis, il a essayé de tisser. Ce fut un désastre. Ses gestes étaient maladroits, le rythme lui échappait, les fils cassaient. Il s'est énervé, a failli tout abandonner. C'est Hadja qui l'a calmé. Elle a posé sa main sur la sienne, sur le métier à tisser. Arrête de penser, Kenan. Cesse de vouloir contrôler. Ressens le rythme. C'est comme un battement de cœur. Trouve-le et suis-le. Et peu à peu, il a commencé à comprendre. Il a compris que ce travail n'était pas une simple production, mais une méditation. Une conversation avec le fil, le bois, le temps. Le soir, il s'asseyait sur la plage. La frustration de la journée laissait place à des conversations profondes. Il lui a parlé de sa solitude dans la diaspora, de la pression constante de devoir être le meilleur, de prouver qu'un Africain pouvait battre les Américains à leur propre jeu. Il lui a avoué sa peur de l'échec, une peur qui le rendait dur et arrogant. Hadja, en retour, lui a parlé de son héritage, du poids d'être la gardienne d'un savoir ancestral dans un monde qui ne jure que par la nouveauté. Elle lui a parlé de la fierté immense qu'elle ressentait à chaque fois qu'un de ses pagnes prenait vie, à chaque fois qu'elle transmettait une histoire. Un soir, alors qu'il regardait les vagues phosphorescentes, il a remarqué que le pagne qu'elle portait réagissait subtilement à son humeur, ses motifs lumineux s'adoucissant quand elle parlait de sa grand-mère, s'intensifiant quand elle évoquait la trahison de la famille Diop. Il a tendu sa main, sans réfléchir, et a effleuré le tissu. Une petite décharge d'énergie a parcouru son bras. Leurs regards se sont croisés. L'électricité n'était pas seulement dans le pagne. Il voyait en elle non plus une vendeuse, mais une artiste, une scientifique, une prêtresse d'un savoir qu'il commençait à peine à entrevoir. Elle voyait en lui non plus un arrogant, mais un homme perdu qui cherchait désespérément à se reconnecter. Un soir, il a utilisé son savoir technique pour l'aider. Un de ses métiers à tisser les plus complexes était désynchronisé. Au lieu de proposer de le remplacer, il a passé la nuit à écrire un petit programme de diagnostic, un code simple et élégant qui a permis de récalibrer les processeurs organiques. Il n'a pas imposé sa solution, il l'a offerte. Le lendemain matin, Hadja a trouvé le métier réparé. Elle a compris qu'il avait changé. Il n'utilisait plus sa technologie pour dominer, mais pour servir, pour harmoniser. Le respect était devenu mutuel. Et sur ce respect, autre chose commençait à éclore. Quelque chose de fragile et de puissant, tissé dans les gestes partagés, les silences complices et les rires au coucher du soleil. Après plusieurs semaines d'apprentissage, Hadja a jugé que Kenan était prêt. Pas parce qu'il était devenu un maître tisserand, loin de là, mais parce qu'il avait appris l'humilité. Il avait appris à écouter. « Il est temps d'aller au lac sacré », a-t-elle annoncé un matin. « C'est là que le pacte a été scellé. C'est là qu'il doit être renouvelé. » Ils ont voyagé à l'intérieur des terres, dans une région reculée où la nature était encore reine. Le lac n'était pas sur les cartes numériques. Il était protégé par des illusions optiques et des champs énergétiques que seul Hadja savait naviguer. Pour Kenan, c'était comme entrer dans une autre dimension. L'air était vibrant, chargé d'une énergie qu'il pouvait presque sentir sur sa peau. Le lac était un miroir d'obsidienne, entouré d'une forêt d'arbres aux feuilles argentées. Le silence était total, profond. « C'est un lieu de mémoire », a murmuré Hadja. « L'eau ici se souvient de tout. »
La nuit tombée, ils ont préparé le rituel. Hadja a sorti un nouveau pagne, celui qu'ils avaient tissé ensemble. Les fils préparés par Kenan, teints par ses soins, maladroitement tissés par lui au début, puis guidés par Hadja. C'était le pagne de leur histoire commune, un symbole de sa pénitence et de leur connexion naissante. Ils l'ont déposé au bord de l'eau. Hadja a commencé un chant, une mélopée douce et hypnotique dans une langue ancienne. Ce n'était pas juste des mots, c'était une sorte de code vocal, une clé de cryptage spirituel. Kenan, à ses côtés, sentait l'atmosphère changer. La surface du lac a commencé à onduler, non pas à cause du vent, mais de l'intérieur. Une lumière douce a émané des profondeurs et des motifs lumineux, similaires à ceux des pagnes, ont commencé à danser sous la surface. L'eau s'est soulevée, formant une silhouette. Ce n'était pas une créature de chair et de sang. C'était un être de lumière liquide et de données ancestrales. Mami Wata, l'esprit du lac. Sa voix n'a pas résonné dans leurs oreilles, mais directement dans leur esprit. Une voix faite du murmure de l'eau et du crépitement de l'énergie. « Fils de Diop », a dit la voix, s'adressant à Kenan, « tu viens réparer ce que ton sang a brisé. » Kenan, le cœur battant, s'est incliné. « Grande gardienne, je suis venu demander pardon. Nous avons été arrogants. Nous avons oublié notre promesse. Je suis prêt à payer le prix pour lever la malédiction qui pèse sur ma famille. » L'esprit a semblé l'observer. Son regard liquide sonde dans son âme. La malédiction n'est que la conséquence, la justice de l'eau qui reprend son dû. Votre dette est plus profonde que tu ne le penses. Et là, l'esprit a projeté des images sur la surface du lac, des souvenirs liquides. Kenan a vu son arrière-grand-père, non pas comme un simple partenaire commercial des ancêtres d'Hadja, mais comme un voleur. Il n'avait pas seulement rompu une promesse, il avait étudié ses techniques en secret, puis avait fui pour breveter des versions simplifiées de cette technologie sacrée, construisant sur ce vol les fondations de la fortune des Diop. La trahison était totale. Ce n'était pas juste un pacte brisé. C'était un vol de propriété intellectuelle, un vol d'héritage, un vol d'âme. La malédiction n'était pas une punition aveugle, c'était le rééquilibrage karmique d'une injustice fondamentale. Kenan a regardé Hadja, la honte le submergeant. Tout son héritage, toute sa fierté était bâti sur un mensonge et un crime. Le pardon ne suffit pas. La restitution est nécessaire. Un choix s'offre à toi, Kenan Diop. Tu peux renoncer à tout, dissoudre ton entreprise, rendre la fortune volée, et ta famille sera libre. Ou tu peux trouver une nouvelle voie. Une façon non pas d'effacer la dette, mais de l'honorer pour les générations à venir. La première option était la plus simple, la plus radicale. La fin de tout pourquoi il avait travaillé. La seconde, elle était plus complexe, plus terrifiante. Elle exigeait non pas une simple annulation, mais une transformation complète. Il a regardé Hadja. Son visage était calme. Elle ne le jugeait pas. Elle attendait. C'était son choix et le sien seul. Il a pensé à son bureau à Néo-Abidjan, à son ambition, à son rêve de disrupter le monde. Et il a réalisé à quel point ce rêve était vide, creux, parce qu'il était fondé sur une injustice. Il a ensuite pensé à ses mains dans la terre, à la sensation du fil entre ses doigts, au sourire d'Hadja quand il avait enfin réussi à tisser une ligne droite. Il a pensé à une autre forme de succès, une autre forme de futur. « Je choisis la seconde voie », a dit-il, sa voix ferme, malgré le tremblement de ses mains. « Je ne veux pas effacer le passé, je veux le réparer et construire un avenir sur la vérité. » La lumière du lac s'est intensifiée, comme en signe d'approbation. Alors, le pacte peut être renouvelé, mais il ne sera plus scellé par une simple promesse. Il sera scellé par vos deux âmes, unies. Le futur de vos familles est désormais lié. Ensemble, vous prospérerez, ou ensemble, vous chuterez. Le pagne qu'ils avaient tissé, posé au bord de l'eau, s'est mis à briller intensément, absorbant la lumière de l'esprit. Le nouveau pacte était scellé. Le retour à Néo-Abidjan a été silencieux. Le monde n'avait pas changé, mais Kenan, si. Profondément. En arrivant à la villa familiale, il a trouvé son grand-oncle assis dans le jardin, un léger sourire aux lèvres, sirotant un jus de gingembre. La malédiction s'est élevée, au moment même où le nouveau pacte avait été scellé. Sur son terminal, les alertes de KL Logistics avaient été remplacées par des messages indiquant que tous les systèmes étaient revenus à la normale, plus stables et efficaces que jamais. La première chose que Kenan a faite n'a pas été de retourner à son bureau. Il a organisé une grande réunion de famille. Face à ses oncles, ses tantes, ses cousins, il a tout raconté. La vérité sur l'origine de leur fortune.
le vol, la trahison. Il y a eu des murmures choqués, du déni. Mais face à la sincérité de Kenan et à la guérison miraculeuse de tonton Amadou, ils ont dû accepter la vérité. Puis, Kenan a fait quelque chose d'encore plus radical. Il a convoqué la presse. Pas seulement les journalistes tech, mais toute la presse nationale et internationale. Dans l'auditorium de KL Logistics, devant le monde entier, il n'a pas annoncé un nouveau produit révolutionnaire. Il a fait une confession publique. Il a raconté l'histoire de sa famille et de celle d'Adja, sans rien cacher. Il a parlé de la dette et il a annoncé sa décision. KL Logistics n'allait pas être dissoute. Elle allait être transformée. Il a annoncé la création de la Fondation des Tisserands, présidée par Adja Kwame et sa communauté. Il a cédé 51% des parts de son entreprise à cette fondation. KL Logistics n'était plus sa société, elle devenait un partenariat, une entreprise sociale dont la mission première serait de préserver, promouvoir et moderniser les savoir-faire ancestraux africains grâce à une technologie éthique. Leur premier projet ? Créer un registre numérique incorruptible pour protéger la propriété intellectuelle des artisans du continent. L'annonce a eu l'effet d'une bombe. Certains l'ont traité de fou, d'autres de visionnaire. Mais pour Kenan, c'était la seule chose à faire. C'était la restitution. Adja était à ses côtés pendant la conférence de presse. Elle n'a pas beaucoup parlé. Sa simple présence, sa dignité, sa force tranquille disaient tout. Elle n'était plus une victime du passé, mais une architecte du futur. Après la tempête médiatique, ils se sont retrouvés seuls, sur le toit de la tour de KL Logistics, dominant la ville scintillante de Néo-Abidjan. La nuit était claire. « Tu as fait ce qu'il fallait », a-t-elle dit doucement. Ce n'était pas facile. « Rien de ce qui a de la valeur n'est pas facile », a-t-il répondu, répétant une phrase qu'elle lui avait dite pendant son apprentissage. Il s'est tourné vers elle. « Adja, ce pacte, il ne lie pas que nos familles. L'esprit a dit qu'il liait nos âmes. » Elle a hoché la tête, un petit sourire au coin de lèvres. « Je sais. » Il a pris sa main. Ses doigts, autrefois lisses, portaient maintenant les mêmes petites cicatrices que les siennes, celles du métier à tisser. « Je ne sais pas ce que le futur nous réserve, » a dit Kenan, sa voix pleine d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « Mais je sais que je ne veux pas l'affronter sans toi. J'ai passé ma vie à construire des systèmes, des réseaux. Mais le réseau le plus important, la connexion la plus forte que j'ai jamais ressentie, c'est avec toi. » Adja a resserré sa prise sur sa main. L'avenir, Kenan, c'est comme le tissage. On ne voit pas le motif final quand on commence. On pose un fil après l'autre, avec patience et intention. Et on espère que le résultat sera beau. Il s'est approché d'elle, et, sous le ciel de Néo-Abidjan, il l'a embrassée. Un baiser qui n'était pas un point final, mais le premier fil d'une nouvelle histoire. Celle d'un homme qui avait appris que la plus grande des technologies, c'était l'humilité. Et que le plus grand héritage était un amour assez fort pour réparer le passé et tisser l'avenir. Ensemble, ils ont regardé la ville, leur ville, un lieu où le chrome et le coton, le code et le chant, la diaspora et la terre natale n'étaient plus opposés, mais entrelacés, créant un motif nouveau, complexe et magnifique.